Bonjour et bienvenue. Vous n'êtes pas sur l'antenne de Radio Brume 90.7, mais bel et bien sur Skype, j'ai envie de dire. Je vais essayer de poster ça sur Facebook, sur YouTube, et on est donc, on va dire, en face à face, en tête à tête avec mon ami Johan Orzulik. Ça va, Johan? Salut Raphaël, ça va bien, ouais, ça va bien. On essaye de trouver des solutions face au confinement. Vous l'avez compris, il faut rester, Johan, Chez soi. à la maison, chez soi, il faut pas bouger. Et on essaye un peu de combler le temps avec quelques films, voilà. Hein, Johan se foutait un peu de ma gueule avant d'enregistrer. Oui, parce que tu m'avais toujours dit que tu ne ferais jamais, tu ne ferais jamais de ta vie une vidéo cliché, c'est-à-dire le mec qui parle devant une armoire de DVD. Tu me l'as toujours dit, donc j'avoue que ça me fait rire. Voilà. Et encore, vous voyez Tu me pas dis mon jamais Totoro, ça. il y a mes Gizmo, il y a mes Funko, il y a mes Et bouquins. il y a des Godzilla aussi, et tes Mothra, ouais, t'as ton DVD du parrain, je le sais, dédicacé par Coppola, enfin, il y a tout là. Là, c'est la caverne, c'est ta Batcave, on pourrait dire. Ah oui, Ta exactement. Batcave. Et j'ai mis mon t-shirt Seigneur des Anneaux en hommage donc à Gandalf, alias le professeur Raoult. Hein, on voit de partout. Voilà. Est-ce que la chloroquine serait peut-être le remède miracle du monde? Ça, on va le voir, mais on va essayer de ne pas être notre kryptonite et on va essayer comme ça, de vous divertir un Oui, petit peu, tout simplement, oui, de dire deux, oui, trois bêtises et de parler un peu cinéma pendant quelques minutes. oui. Alors, Yoann, qu'est-ce que tu as vu, toi, pendant ce confinement? Eh ben, écoute, j'en ai profité en fait pour, je pense comme pas mal de nos collègues passionnés de cinéma qui sont un peu dans la même situation que nous, en fait, pour rattraper ben, tout ce que je voulais voir depuis un moment, mais que j'avais pas pris le temps, tout simplement. Que ce soit ces dernières semaines et ces derniers mois, puisque je regardais un peu moins de films ces derniers temps. Donc voilà, et en fait, j'ai dit que je me ferais plaisir, c'est-à-dire, comment dire, je m'étais dit, bah, autant se faire plaisir et pas se mettre de, tu vois, de dire, bah, aujourd'hui, j'ai maté tel film ou quoi que ce soit. Vraiment, j'y vais au coup de cœur et tout, vraiment en mode détente. Donc en fait, j'ai rattrapé pas mal de petits films, entre guillemets, que je voulais voir depuis un moment et que j'avais sur moi. Notamment, j'ai vu pas mal j'ai vu un film d'un réalisateur japonais que j'ai découvert récemment par l'intermédiaire d'un ami en commun qu'on connaît qui est Aurélien Goriot-Vallès, qu'on salue, qui est Keita Ameya, donc c'est le nom du réalisateur. En fait, c'est un petit génie, on va dire, du tokusatsu et de la série B japonaise, un cinéaste très ingénieux et qui a ses fans, même s'il est malheureusement pas très connu en France à part de quelques-uns donc, qui se reconnaîtront, et notamment au milieu du tokusatsu qui connaissent, mais sinon c'est pas un cinéaste un peu connu, c'est un peu dommage parce que c'est un cinéaste enfin le peu que j'ai vu de films que j'ai vu de lui, c'est très ingénieux. Donc c'est des petits films de super-héros japonais, mais très bien faits, qui utilisent beaucoup bien ce qu'on appelle le production value, c'est-à-dire ben, en gros ce que tu as sous la main et comment tu peux en tirer le meilleur. Et là j'ai vu un truc qui s'appelle Mechanical Violator Aikido, si je dis bien le titre, et qui en fait, à la base, tu pourrais trouver que c'est un film très condensé de cyberpunk des années 90, alors avec bon, bah, le cliché, c'est-à-dire les rebelles qui luttent contre une dystopie, etc. Le héros qui est un cyborg mi-humain, mi-robot, sur une moto qui a un fusil à pompe. Bon, la référence, par la référence Je ne vois pas du tout. référence pour tous ceux qui ont été traumatisés par un petit film sorti en 1991. C'est Mais avec un très, qui fait des blagues actuellement avec le confinement là, sur son compte Twitter. ouais. Mais non, mais en fait, c'est très bien digéré. C'est avec de très belles idées, très malignes au niveau justement de comment en fait tu peux à partir d'un postulat qui est quand même assez classique et tout, et d'ailleurs qui surfe sur la vague du temps, comment tu peux arriver justement à tirer le meilleur de tout ça. Alors en plus, bon, faut savoir que le réalisateur, il a quand même plusieurs avantages, c'est qu'il est réalisateur certes, mais à la base c'est un designer et c'est un concepteur d'effets spéciaux et il fait aussi le montage. Donc en fait, c'est plus ou moins une sorte de touche-à-tout, un peu comme pouvait l'être un Cameron ou dans un autre genre un Mario Bava, c'est-à-dire qu'il connaît un peu toutes les ficelles en fait. Et donc en fait, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est une histoire de robot qui va sauver en fait, qui va aider des résistants à lutter contre une dictature.
mais de manière en plus très. Le fait que le film dure qu'1h15, déjà, en fait, permet au récit d'aller droit à l'essentiel, il n'y a pas de bout de gras. Et en fait, il y a plein de petites bonnes idées, comme je le disais, c'est-à-dire que, mais qui sont très simples, hein. Tu peux ne pas les remarquer au premier abord, mais en fait, c'est des petites idées qui viennent un peu perturber, on va dire, le bon déroulement, on va dire, d'un récit balisé. C'est un truc tout bête, mais par exemple, quand le cyborg a une apparence humaine, il ne parle pas, alors que quand il a sa vraie apparence, bah, tu le vois parler. Et au début, tu crois pendant un instant que c'est lui le méchant, alors qu'en fait, c'est un autre robot que tu suis en parallèle, que tu crois être un gentil, qui en fait, au final, est le véritable bad guy. Pareil, il y a plein de petites idées comme ça, notamment sur le fait comment il en vient en fait à aider les résistants. Donc, par contre, c'est assez cash au niveau justement. Donc, plein de petites idées. Et je trouve que c'est ce que je disais justement à Aurélien. Ouais, je l'ai fait un petit retour. Ce que je trouvais dommage, c'est que c'est l'archétype des petites séries B qui pourraient être utiles à des apprentis cinéastes. Tu vois ce que je veux dire, ou même des apprentis techniciens, parce que c'est, comme je disais, c'est tout ce que tu peux faire en fait avec un petit décor, deux, trois effets, Oui, mais que c'est ce ça qu'on marche de essaie de tonnerre. faire à l'heure actuelle avec Skype, hein. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc ça c'était pour ça. J'ai vu un Johnny To qui est pas, enfin, de la période avant, on va dire avant Polar. On peut Donc, retrouver d'ailleurs ta critique sur Furiosa, hein. voilà, donc sur Heroic Trio, qui est un super film de super-héroïne avec trois grandes actrices et tout. Donc je renvoie pour le coup à ma critique que j'ai faite Je le sur connaissais pas celui-là, hein. Tu me donnes envie de le voir. Non, 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 mais c'est pas. En fait, si tu veux, on connaît beaucoup enfin, le public, on va dire, des années 2000, connaît beaucoup plus la période qu'on connaît, c'est-à-dire la période Super. polaire et tout. Mais à la base, en fait, c'était un espèce de touche-à-tout qui travaillait notamment, sans trop de surprise, pour Tswark dans les années 80. Et en fait, il avait essayé de faire son chemin, donc ce qui fait qu'il a tourné un peu de tout et n'importe quoi. Même un Euh, peu de jeu de mots au début qui faisait pas mal de comédie, oui, par exemple. exactement. C'est exactement le même schéma. Et en fait, il a commencé à exploser à travers un film qu'il avait fait dans les années 80, fin des années 80, justement pour prendre un peu son indépendance. Alors que j'ai pas vu, mais tous les retours que j'ai eus sont extrêmement positifs. Parce qu'en plus, ça avait été un grand succès à Hong Kong, aussi bien du côté du public et de la critique. C'est un drame avec Chow Yun-fat, qui avait eu un très beau succès d'estime. Et c'est comme ça qu'en fait, il a essayé il s'est fait un chemin. Et donc, évidemment, c'est un peu, ce qu'il a fait est un peu illégal parce que, bon, production hongkongaise de l'époque oblige. Puis bon, il n'était pas aussi puissant que pouvait l'être un Swark, ou même ce qui était à cette époque, tu vois, par exemple, je pense à des mecs qui explosaient aussi, comme John Woo, même Wong Kar-wai dans un autre registre. Mais dans ce qui fait que sa filmo est assez inégale à cette époque, mais il y a des perles. Et en fait, il a fait par exemple des films avec Stephen Chow, et celui-là, donc, qui est un film de super-héros. Alors, sur le papier, effectivement, c'est un film qui est lancé dans la foulée des Batman de Tim Burton, qui avait lancé en fait toute une vague d'adaptations de comics sur grand écran, comme Dick Tracy, The Shadow, Rocketeer, etc. Et D'ailleurs, en je te fait, coupe 2 secondes, mais les auditeurs, je sais pas comment on dit, les spectateurs, dans les conseils qu'on pourrait leur donner actuellement sur OCS, il y a Darkman de ah, Saint-Germain. il y est Oui, super. il Ah est- bah super, n'hésitez pas à aller le voir. dans cette veine-là, je veux dire. Et c'est exactement ça, en fait, c'est plus un mélange des genres à Darkman, en fait. C'est en ça que le film se distingue, on va dire, des autres adaptations que j'ai citées. C'est que c'est vraiment un mélange de tout, de tout. Alors, pas aussi abouti, il faut quand même être honnête que le Darkman de Rémi, qui est quand même beaucoup plus concis, hein, ne serait-ce que dans sa narration et dans sa mise en scène, mais ça reste quand même vraiment très généreux. Et enfin, c'est un truc, bon, il y a des scènes que tu pourrais pas faire en Occident parce qu'elles sont quand même très trash et très cash, au niveau justement de la violence, notamment sur des enfants. Enfin, voilà, bon. Mais justement, c'est ce qui apporte son plus et tout on va dire, au film, en plus justement du trio d'interprètes qui est vraiment génial en fait. Parce qu'en plus, les personnages sont vraiment développés de manière à ce que ça donne une épaisseur, c'est ultra généreux. La fight finale, bon, ça dure 20 minutes à tout casser, enfin, ça climax dans une vie et tout. Et encore une fois, ce qui est génial, c'est la manière qu'a Junito et Ching Soo-tung, donc le chorégraphe des combats, c'est-à-dire de faire avec les bouts de ficelle qu'il y avait à Hong Kong, même si apparemment c'était déjà un assez gros budget pour l'époque. Et dans le même genre, j'ai enchaîné avec un film que j'avais découvert, que j'avais pas vu, mais que j'avais vu à l'époque de Opération Frisson. Il y avait Yannick Dan qui avait fait une chronique il y a plus de 10 ans, ça remonte, sur ce film-là, mais que j'avais jamais pu voir, que ça s'appelait Opération Scorpion. Alors le titre, par contre, est complètement, enfin tu te dis pourquoi, quand tu vois le film, mais en fait c'est une histoire très classique en fait de gars qui juste de jeunes un peu mecs un peu timides
veut apprendre à faire des arts martiaux pour aller buter un bad guy qui maîtrise la technique du scorpion, mais qui est en fait le fils d'un proxénète. Ça se déroule dans les années 20 et tout. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, tu as la partie entraînement, mais en même temps, en fait, le mec c'est un dessinateur de bande dessinée. Les fans de bande dessinée, ils s'imaginent que c'est un héros, en fait. Et en fait, donc, tu as tout un parallèle qui est fait par rapport à ça, le fait aussi que ce soit cuisiné et tout. C'est une production Sammo-Hung, donc, qui à l'époque faisait partie de ce qu'on appelait les sept petites fortunes. Donc, c'était le quatuor dans lequel faisait partie était Jackie Chan et Yann Biao, c'est-à-dire ces anciens élèves de l'école d'arts martiaux de Pékin, enfin, l'école d'opéra pardon de Pékin, et en fait ils ont eu leur succès et tout, et en fait chacun s'est diversifié, et en fait Sammo Hung il a produit et réalisé de nombreux films, dont celui-là. Alors il n'a pas réalisé, c'est juste un film qu'il a produit et qu'il a confié à un artisan de l'époque qui s'appelait David Lay, et qui avait fait, je crois, deux ou trois classiques, alors pas très connus, mais moi je connais que deux noms. Et en fait, celui-là, donc c'est un film que je recommande vraiment, pareil, à peu près pour les mêmes raisons que j'ai recommandé les deux précédents. C'est comment tu peux faire un excellent film bourré d'idées, mais avec des cadres très restreints, et comment tu peux vriller deux, trois trucs. C'est-à-dire que le film, c'est une comédie, mais à des moments, il te fait quand même des trucs un peu hard, mais qui te font plus rire en fait. Et c'est volontaire. Genre sur l'humiliation du chef cuisinier et tout, et comment en fait justement tu arrives comment il arrive justement à griller le truc. Et puis à la fin, tu as pareil 30 minutes de fight non-stop. Alors par contre, ultra spectaculaire avec une très belle photo. Beaucoup qui jouent sur le contre-jour et tout, qui en plus utilisent les contraintes esthétiques de l'époque pour iconiser ces personnages en fait. C'est-à-dire que tu as des plans sur le clair-obscur et tout, avec une lumière un tantinet bleue et jaune, mais qui crée une vraie dynamique dans la scénographie. Et c'est vraiment super, hein. Vraiment à la fin, t'en sors essoufflé. Donc ça, c'est les petites perles qui, en apparence, payent pas de mine, mais qui en fait sont super ingénieuses. Là, les petits films que je viens de recommander. On trouve Et tout ça en Albanie, j'imagine. de quoi? On a trouvé tout ça en Albanie. Oui, en Albanie, Bon. c'est le meilleur Ça, c'est dur fournisseur. à voir, j'imagine, hein. Ouais. Bah, en fait, Heroic Trio, je vais te dire, les trois qui sont passés. Donc, Heroic Trio était sorti il y a très, 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 très longtemps chez HK Vidéo. Je pense que ça peut peut-être ressortir, puisque apparemment le label va revenir en juin avec Zouli derrière la montagne magique en Ignoré. Mais j'aimerais bien, en fait, que Heroic Trio sorte. Je pense qu'aussi, peut-être un autre éditeur comme Spectrum Film pourrait s'y intéresser. Et Opération Scorpion était sorti il y a quand même 10 ans, était ressorti chez Metropolitan en DVD. Mais il y a 10 ans, donc depuis ça a été épuisé et tout. Par contre, malheureusement, mé- euh, Mechanical, que j'ai parlé tout à l'heure, c'est jamais sorti chez nous. C'est connu en fait qu'au Japon et un peu aux États-Unis. Ce qui fait que, ben, pour te donner, je crois que la copie que j'ai vue, ça devait être un DVD, mais enfin voilà quoi, je veux dire, et c'est bien dommage quoi. Mais ça pour dire, c'est pas, ça, c'est des films qui en apparence payent pas de mine, mais qui en fait sont quand même des films que je trouve peut-être plus intéressants à voir, même encore plus intéressants à voir actuelle, parce que c'est des films que moi je qualifierais vraiment d'école, c'est-à-dire où c'est comment tu peux faire justement vraiment de super petits divertissements qui en apparence payent pas de mine, mais qui en fait sont beaucoup plus malins qu'ils en ont l'air. Et le fait qu'ils prennent pas leur Oui, c'est spectacle une au jeu, petite série B bien troussée qui pète pas plus haut que leur cul et mais où tu peux ça apprendre des reste à choses. faire. Voilà, ouais. Et c'est vraiment de super petits films, quoi. Voilà. Donc je recommande pour ceux qui l'ont vu. Après, j'ai vu d'autres choses, mais c'est les premiers qui me viennent en tête là, à l'heure actuelle. Voilà. Et toi alors, qu'est-ce que tu as vu? Parce que on a fait, faut dire qu'on a fait pas mal de recos et tout. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans ces petites découvertes de confinement? Alors, comme je deviens une vraie merde à l'heure actuelle, puisque je trahis tous mes idéaux à cause de ce virus qui a décimé la moitié des convictions de la planète, le code du travail, 150 ans de lutte ouvrière décimé en une journée hier, l'armée dans les rues, tout change. Moi aussi, je décide de me convertir au grand empire, et donc j'ai fait mon mea culpa face à l'icône aux grandes oreilles, à savoir le prince. Non, non, à savoir Mickey évidemment, et donc Disney. Et donc, je suis en train de regarder la première saison du Mandalorian. Et Alors, oui, ça puisque vaut pas Disney Plus, du coup, est décalé en France, elle devait arriver le 24 mars et décalée au 7 avril sur demande du gouvernement, tandis que nos amis italiens et espagnols l'ont déjà. Mais bon, le Mandalorian, de toute façon, tout le monde l'a, Johan. Ah Déjà oui, vu. sauf moi, On hein, l'a je suis déjà un vu. des seuls qui l'a pas vu.
qui a Moi pas eu. non plus, je voulais pas le voir, mais bon, comme je suis avec ma chérie, qui est à la moitié confinée, qu'elle bosse, on essaie de trouver des séries, entre guillemets, de rencontres, j'ai envie de dire, pas des trucs forcément très pointus, des Mhm. trucs un petit peu divertissants, on a besoin à l'heure actuelle, Oui, et qui nous font penser à autre chose. Et j'ai donc jeté mon dévolu sur cette fameuse série que tout le monde a déjà vue, à part toi, et moi juste après, donc ça fait deux. Euh, euh, donc créé par John Favreau, hein, John Favreau qui est un bon connaisseur, on va dire, de cet univers-là, puisqu'il a signé quelques films, on le sait, pour Marvel, par exemple, voilà, Iron Man 1, Iron Man 2, pour Disney dernièrement, avec Le Roi Lion. Et donc là, il nous fait donc son Star Wars, sa version en 8 de Star Wars. Et d'autant plus, enfin, j'ai regardé la série d'autant plus que j'ai regardé au début du confinement le dernier Star Wars aussi. Donc je ne me rappelle même plus le titre, tu vois, l'ascension de Skywalker. l'ascension Skywalker, mais de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord. Là, pour le coup, il a mis tout le monde d'accord, hein. Là, il n'y C'est a une pas eu de horreur. débat. C'est regardable, il y a aucune cohérence, enfin, on comprend rien. Voilà, on comprend rien. Et au moins, la série de Favreau, d'ailleurs, il y a des guests, entre guillemets, en réalisateur. Il y a Brice Dallas Howard qui a réalisé un épisode qui est très l'essai de samouraï, d'ailleurs. Enfin, là, c'est les deux samouraïs, mais bon, il y a de ça. Il y a Taika Waititi qui prête sa voix, par exemple, qui a réalisé deux épisodes. Il y a un beau casting, il y a Nick Nolte, par exemple. Il y a l'acteur qui joue aussi Gus dans Giancarlo Esposito dans Breaking Bad, par exemple, qui fait aussi un petit rôle. Donc un beau casting, Pedro Pascal dans le rôle donc, du Mandalorien. Et force est de constater que bon, on sent que c'est une série télé, voilà, en termes de mise en scène, c'est assez basique. Même si les effets spéciaux, on sent que c'est Disney, il y a vraiment de la thune, quoi. Ça se voit littéralement. Euh, c'est plutôt bien troussé dans la mesure où, à travers une forme d'épure, on va dire, télévisuelle, il retrouve, je trouve, quelque part quand même un peu ce qui faisait le sel des premiers Star Wars, qui était, il faut le dire, hein, surtout le premier, très bricolé en fait, hein. Oui, oui, c'est ça. Et, et on retrouve ça pète pas plus haut que son cul, ça raconte juste une histoire bête, voilà, simple. C'est ce on en parlait un peu entre nous. Le problème du dernier Star Wars, c'est qu'il ne savent même plus raconter une histoire, bonne ou mauvaise. Au Mhm. moins ici, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on suit le parcours d'un mercenaire qui s'humanise, voilà, progressivement, au contact de divers personnages, et le fameux bébé Yoda, hein, que tout le monde connaît déjà. C'est vrai qu'il est mignon quand même, il faut reconnaître, hein, bon. En animatronique, d'ailleurs, recommandé par Werner Herzog, parce que Werner Herzog a un petit rôle aussi dans la série. Tu sens que le mec, il a pris son chèque pour faire 40 documentaires après. Pourquoi pas, hein. Et il y a quand même deux, trois beaux plans. On est clairement dans le western, hein, ouais, on est clairement là-dedans, donc des références à Sergio Leone, etc. Et évidemment à la culture asiatique. On n'est pas, tu connais bien mieux que moi, et tu l'as prouvé encore tout à l'heure, voilà, des renvois, par exemple, à Baby Cart, à l'Enfant Massacre, avec la relation qu'entretient donc ce bébé Yoda qui est déjà en pleine possession de la force, on pourrait dire, et ce mercenaire. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas tout vu, mais ça se laisse voir sans déplaisir. Et je trouve, par exemple, que la musique de Ludwig Göransson, donc qui faisait la musique de Creed, C'est le euh, compositeur de fétiche en fait, c'est le compositeur récurrent de Ryan Coogler, d'après ce que j'ai compris. C'est son compositeur fétiche. et ben, je trouve qu'il tient vraiment bien la barre, quoi. Enfin, il Ben, c'est arrive, ce que j'ai entendu apparemment, les bons échos par contre sur la BO en elle est soi, en très fait. très belle. Elle est très Morricone, mais en même temps matinée de Williams, et on retrouve des thèmes comme ça assez proches de ceux de, comme tu l'as dit, de Ryan Coogler. Et, euh, et non, non, c'est une série qui est plutôt sympathique et qui surtout développe, enfin jusqu'à présent, sa mythologie. Enfin, j'ai envie de dire, ils ont l'univers peut-être le plus étendu en termes de cosmogonie de tous les films, quoi. Et ils se limitent depuis 40 ans, enfin depuis Ben, 40 la ans. famille Skywalker, voilà. Voilà. Et là, bon, même s'il y a des renvois évidents à énormément de personnages, de gimmicks de la saga, au moins ils développent un petit peu leur histoire, j'ai envie de dire, même si on sait, je ne suis pas dupe, qu'ils vont évidemment raccorder tous les wagons pour nous faire une immense bande-annonce, voilà, Star Wars Cinematic Universe pour, je sais pas, teaser une éventuelle future trilogie ou autre. Mais bon, en l'état, ça se laisse voir. C'est déjà Je, facile. je vais essayer d'y jeter un œil quand j'aurai le temps, parce que enfin, déjà que je voulais essayer de mater une série ou deux ces derniers temps, en profiter.
Plus c'est Mais une demi-heure les oui, je épisodes. sais, ça dure une demi-heure. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue parce que j'ai vu les retours un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur l'utilisation des décors en fait qu'ils ont fait parce qu'apparemment, je sais pas si tu as Oui, suivi, c'est pas des fonds verts ni quoi que ce soit, ni même des décors naturels, c'est des espèces de décors c'est en des écrans à de 300, projection. à 300, à 270 degrés, pardon, et qui balancent entre guillemets le décor pour les acteurs pour interagir. Et c'est du direct, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de post-pro. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a entre guillemets plus besoin de post-prod au niveau de la lumière, de tout ça. C'est tout réglé à même le plateau, Exactement, en fait. exactement où il est et ce qu'il doit jouer du coup, bah, c'est ce que James Cameron a toujours inventé par exemple, sur la performance capture avec Avatar. Et apparemment, d'après les retours des acteurs, ouais, ça fonctionne véritablement bien en tout cas, hein. D'accord, bah, je serais curieux enfin, rien que pour enfin, l'espèce de défi technologique, je serais quand même je vais au moins essayer de regarder ça quand même. Disons que voilà, c'est pas Oui, extraordinaire. c'est pas, voilà, ça Et vole c'est pas une haut, mais série ça au peut être moins regardé. qui, contrairement aux trois derniers volets, qui avait aucune ligne, on va dire, je Oui, sais pas, aucune idée. directrice, je sais pas comment on pourrait dire, euh, au moins c'est propre. Voilà. Ouais. Bon, bah écoute, je Ensuite, verrai ça. qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que tu veux que je t'évoque? Ah, ce qui, toi, t'as particulièrement plu, tout simplement. Bah, j'ai vu des bons trucs ces temps-ci, là, je regarde quand même. J'ai quand même vu la dernière saison de Curb Your Enthusiasm dans son entier. Alors, ça vaut quoi? Ben, c'est formidable, hein, comme d'habitude. Alors voilà, comme enthousiaste, Larry David, créateur donc, de Seinfeld, qui joue son propre rôle dans la série et qui est un antisocial patenté. Je pense qu'à l'heure actuelle, le confinement doit lui faire un grand plaisir. Qui arrive toujours à s'embrouiller avec tout le monde pour des broutilles. Et là, dans cette nouvelle saison, il s'embrouille dès le premier épisode en fait avec un patron d'un café qui s'appelle Moquette Joe. Il arrive à se faire bannir en fait du café à peu près en 2 minutes. Et l'épisode d'après, il voit qu'il y a un local en fait juste à côté de ce café qui est disponible à la location. Donc il le loue et il décide de faire un café revanchard et de gaspiller des milliers de dollars juste en fait pour avoir le plaisir de détruire ce propriétaire de café. Donc c'est très très drôle avec toutes les manies de Larry David, donc c'est-à-dire bien penser à trouver des moyens pour pas que les tables soient bancales, par exemple, du gel, c'est très actuel, hydroalcoolique sur toutes les tables, que le café reste constamment chaud, donc avec des tasses auto-chauffantes, enfin, tout un système aussi des toilettes spéciales, en fait, pour pas que l'urine tombe par terre, il n'y a pas d'endroit pour déféquer aussi, c'est ce qu'il dit, hein. Il n'y a pas de défécation dans mon café. Et ça marche, voilà, donc tu suis comme ça, c'est le fil rouge de toute cette saison. Et du coup, il y a plein de guest stars par rapport à ça. Il y a John Hamm, que j'adore, qui est dans un épisode et qui doit faire un film, il a tourné un film où le personnage qui va interpréter s'inspire de Larry David, donc il suit Larry David dans son quotidien, et progressivement, tu vois John Hamm en fait devenir Larry David, quoi. Donc c'est très 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 drôle. Il y a aussi Jonah Hill, qui est dans le dernier épisode, avec Sean Penn. Et les deux ouvrent aussi leur magasin revanchard, puisqu'en fait, ça devient une grande tendance à Hollywood quand t'es pas content en fait d'un magasin, mais les stars ouvrent leur magasin pour se venger en fait. Voilà, ils sont mécontents donc ils se vengent. Il y a aussi Mila Kunis, enfin, comme d'hab, enfin, c'est très très drôle. Et il y a son agent, c'est aussi l'un des gimmicks de la saison 10, c'est le harcèlement sexuel, c'est le post-MeToo. Il y a son agent, donc, qui est assez bonhomme, etc. Tout le monde dans la série le confond avec Harvey Weinstein. Donc le mec, il se balade dans Ah, les rues putain. tranquille, il se balade tranquille dans les rues et tout le monde lui dit espèce de gros porc, vous êtes un monstre, etc. Et le gars doit toujours se justifier, mais c'est pas moi, arrêtez. Enfin, c'est hilarant et moi je vous recommande vivement ça. Voilà, c'est sur OCS à l'heure actuelle et puis ça, voilà, c'est drôle. Tout simplement, c'est tellement drôle et il y a des vannes sur, par exemple, il y a Larry David qui comprend en mettant une casquette Make America Great Again, la casquette rouge de Trump, il peut être tranquille dans les restaurants, quoi. Il passe en priorité, les gens ne se mettent pas à côté de lui, tout le monde pense que c'est un gros Trumpiste, etc. Et donc du coup, il use et il en abuse, et ce qui provoque évidemment des quiproquos. Donc, Corbion Enthousiasme, c'est un petit bonheur. Pour moi, c'est un petit bonheur et ça te soulage un peu des maux du monde, tout simplement. Sinon, j'ai vu Color Out of Space. Alors, ça vaut quoi? Parce que j'ai eu un peu des retours, un peu, voilà, c'est qui tout doux, C'est un peu ça. C'est un c'est- peu ça. Il y a à boire et à manger dans ce film, hein. C'est un peu long déjà.
Mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère, donc voilà, on s'est adapté de Lovecraft, évidemment. Voilà, Richard Stanley, cinéaste maudit, De voilà, l'île du Docteur Moreau. voilà, qui s'est fait griller les ailes à Hollywood. Il est installé, je crois, dans le Pays Basque depuis une vingtaine. Oui, apparemment, il est vers Rennes-le-Château, d'après ce que j'ai compris. Enfin, moi, je m'étais renseigné un peu sur lui, et apparemment, il vivrait près de Rennes-le-Château. Ce qu'il est un peu. Il avait fait une anthologie, je crois que c'était ABC Oui, of Death. on Il avait avait vu, j'avais vu son sketch. Ouais, je m'en souviens, c'était avec. Comment elle s'appelait, l'actrice des films de Lucio Fulci? Oui, oui, Patricia Katrina Mac... McLeod. Ouais, Katrina McLeod. Voilà, Je m'en comme quoi souviens. on est bon, on est cinéphile, hein, bravo. Mais oui, on l'avait vu à Gérard May, je m'en souviens. Ouais. Mais après, mais c'est comme ça qu'en plus, il a commencé, si je dis pas de bêtises, à essayer de revenir sur des projets, parce qu'apparemment, il faisait pas mal de documentaires, de bouquins. Enfin, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est après l'île du Docteur Moreau qu'il est Puis un la peu vrille, on sent qu'il est très ésotérique, un peu ermite, enfin, dans son look, etc. oui, Enfin, il est avec son australien. chapeau, machin. Enfin, ouais. Et Bon, bref, alors, il nous revient avec Nicolas Cage, là, donc avec ce film. Nicolas Cage qui revient aussi après Mandy, donc c'est la même équipe de production derrière. On sent qu'il tire un peu le concept, on va dire. Voilà, Nicolas Cage, horrifique, série B, tu vois. un peu déjanté, un peu. Voilà, Avec plein de exactement. néons de partout, où il pète un plomb. Alors après, ouais, sur ce point-là, effectivement, on est clairement dans, voilà, dans une esthétique néon, comme tu pourrais dire. Donc la couleur venue du ciel, voilà, on est clairement dans du fuchsia dans tout le film. Mais ça marche plutôt pas mal. Non, ce qui m'a un peu déplu, c'est que c'est le rythme en fait. Le film dure quasiment, je crois, 2 heures si je dis pas de bêtises. Et la première partie, c'est un peu comme Mendy, hein. La première partie, putain, faut se la taper quand même, hein. On comprend vite où qu'est-ce qui va arriver, les tenants, les aboutissants voilà, de la menace. Sauf qu'il te montre cette famille un petit peu dysfonctionnelle, avec donc Nicolas Cage qui se fout de sa gueule lui-même, d'ailleurs, avec ses cheveux, d'ailleurs, parce qu'il passe à la télé après que la météorite, en fait, tombe dans son jardin. Il fait des alpagas, tu vois, enfin, il est en train de traire des alpagas, enfin, tu te marres, voilà. Et il mange un cassoulet, d'ailleurs, Nicolas Cage. Il fait à bouffer à ses gosses, il leur fait papa, c'est quoi? Il fait bah, c'est un cassoulet, les enfants. Tu te dis ok. Donc c'est du pur Nicolas Cage porn, quoi. Et plus ça avance, alors il y a encore une fois, il prend des gimmicks évidemment à The Thing, dans Encore, les, ouais. voilà, dans les créatures, dans les alpagas qui fusionnent avec un chien, enfin, on est clairement dans la base avec Kurt Russell, quoi. Mhm. Ça marche pas mal au niveau des effets spéciaux, mais Tu c'est sens que ça tourne un peu à vide, quoi, c'est c'est ça. un peu plus cheap surtout, quoi. Ouais. Et puis, il y a quand même des bons effets gore, et puis Nicolas Cage qui pète des câbles, donc c'est quand même ça qu'on a envie de voir de prime abord. Et quand même le côté très, comment on pourrait dire, l'inquiétante étrangeté de Lovecraft quand même est assez respectée dans l'ensemble, malgré encore une fois un budget qui est, on le sent, qui est assez restreint. Et il y a quand même deux, trois beaux effets goras qui sont quand même assez bien vus. Donc ça se laisse voir, pareil, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus, que c'est un film de festival, à mon avis, je l'aurais vu en salle, comme prévu normalement aux Alus collectifs, par exemple, à Lyon. Je pense que toute la salle, effectivement, était hilar, à fond, à applaudir. Bon, il y a des belles idées, voilà, notamment, je ne vais pas tout dire, une fusion, voilà, on va dire une sorte de fusion entre plusieurs personnages qui marche plutôt pas mal. Et Nicolas Cage, évidemment, et puis deux, trois belles idées de mise en scène, notamment dans la photo et dans l'atmosphère générale du truc. Voilà. Ok. Et Ok. toi, alors, il y en a quoi d'autre? Ben, pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, j'ai pas. Tu veux que j'en J'ai fasse pas un de- dernier? Ah, on est quasiment une demi-heure déjà. Ben, oui, si tu veux, hein. Moi, ça me fait plaisir. Après, ceux que j'ai pas trop évoqués, parce que sur nos comptes, voilà, Instagram et Twitter, etc., et Facebook. Donc, on a fait des conseils. Là, tout à l'heure, j'ai vu American Gigolo, jamais vu, de Paul Schrader. Ouais, c'est ce que tu disais, oui. Un film vraiment plutôt sympathique. On en parlait un peu entre nous. Paul Schrader, ouais, je trouve que c'est plutôt un bon cinéaste. C'est son deuxième film après Blue Collar, que j'avais bien aimé à l'époque avec Richard Pryor et avec Ethel. C'était pas. Comment il s'appelle? Hardcore, son premier film? Ah, c'est encore son premier? J'avais un doute. Je sais plus, je sais plus. Je, Faudrait peux- que je vérifie. je vais vérifier après, tiens, je te donnerai la parole un petit peu et je vérifierai. Et donc voilà, en tout cas, c'est vrai que American Gigolo 1980, on sent que c'est le pont entre deux décennies qui jouent, quoi. Donc voilà, Richard Gere, on connaît l'histoire, hein, prostituée qui couche avec des femmes fortunées, voilà, et qui se retrouve dans une sorte de conspiration, entre guillemets, un
un- 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 une situation sadomaso qui dégénère et il est accusé de meurtre et il essaie de prouver son innocence. Alors le film est très daté, mais en même temps c'est ce qui fait un peu son charme aussi, quoi. On est clairement au début années 80, musique, voilà, Call Me, à fond les bananes, Debbie Harry au début, Giorgio Moroder à la musique, costume Giorgio Armani, produit par Jerry Bruckheimer, n'empêche. Oui, bah, faut pas oublier qu'avant qu'il produise, en fait, avant qu'il s'associe avec Don Simpson, le mec, ce qui est bon, il produisait un peu Schrader, il a produit quand même le solitaire de Michael Mann à ses débuts. Exactement, ouais. C'est ce que Donc, j'allais dire, ouais. C'est un peu une période un petit peu. un peu bizarre même Ouais. quand il repense par rapport à la carrière qu'après il a eu Mais c'est Bruckheimer avec plutôt logique, hein, Stone. en même temps, American Gigolo et le Oui, solitaire, hein, cette esthétique un petit un- peu tape à l'œil, un petit peu pas vulgaire, mais qui imprime la rétine quand même, hein. ouais, bah, c'était l'époque justement, bah, surtout moi le souvenir que j'ai du solitaire, c'est que c'est très années 80 dans l'esthétique, mais ça tient encore bien la route, c'est-à-dire mais parce que Michael Mann, tu sens qu'il est fasciné par toutes les expérimentations plastiques de l'époque, mais en même temps il y a un C'est côté pas le cas de Paul très Schrader pour le coup, hein. voilà, ouais. Mais tu sentais qu'il y avait un côté quand même assez maîtrisé. Je précise, je parle bien du solitaire et pas de Manhunter, parce que c'est aussi le film sur lequel, typé années 80, sur lequel justement on peut associer C'est Michael Mann. Blue Collar, c'est son premier film, et après c'est Alors, Hardcore, et donc c'est son troisième film après c'est Hardcore. American Gigolo. Ok, d'accord. D'ailleurs, Hardcore, c'est super, hein, d'ailleurs, si vous l'avez pas Ouais, j'ai vu, eu faut le bons voir. échos. Avec Ah, moi, George C. Scott, c'est ça? oui, voilà, c'est un remake de The Searchers, mais en mode porno, quoi, tout simplement. D'accord. Et donc American Gigolo, voilà. Mais en même temps, tous ces films-là, on est toujours dans l'esprit de Paul Schrader, c'est-à-dire on le sait, calviniste, torturé, culpabilisateur, on va dire, qui est tombé après dans la drogue, dans les excès, donc scénariste de Scorsese, Taxi Driver, Raging Bull, et on est encore là-dedans quelque part, hein. C'est vraiment une sorte des anges déchus, quoi, ce film. Richard Gere, d'ailleurs Richard Gere est un bon acteur, on ne dit pas ça, mais il a quand même fait des bons films, hein, quand même, hein. Les Moissons du ciel, C'est de, plutôt qu'en fait, il a tourné avec de grands réalisateurs. Mais avant de Mais le mec n'est pas détestable. Mais je trouve pas que ce soit un acteur très Après, charismatique. je le trouve pas mauvais. Après, c'est vrai que les cinéastes le font. C'est vrai que c'est un acteur Bah, natif, quoi. oui, voilà, c'est Tchekhov. Et voilà. Voilà, c'est Il se l'acteur. projette, il se projette sur lui, c'est une sorte de pâte à modeler, je sais pas. Mais en soi, je trouve que c'est un très bon choix. Voilà, d'après ce que tu me dis, c'est qu'apparemment son type fonctionne sur ce type de sujet, en fait. C'est ce que tu veux Et, dire. et Friedkin voulait d'ailleurs échanger sur Crossing. Il y a une séquence dans une boîte de nuit gay, ouais, ouais, SM dans American Gigolo. Et quand tu connais l'info sur Friedkin, il avait pris Al Pacino à contre-cœur parce que Richard Gere voulait pas se salir entre guillemets avec un sujet aussi chaud que Crossing. Tu te dis, ouais, il aurait été. Je vois ce que Friedkin Rechercher dedans, en fait. ouais, voilà, ouais. Et puis il y a une sorte de, c'est vrai que de trouble en voyant Richard Gere dans ce film. Il est très viril, mais en même temps, il y a un côté très féminin, quoi, une sorte de sensibilité qui marche vraiment bien. Et donc on est clairement dans le cinéma de Schrader, histoire d'un homme qui s'épure progressivement, quoi. Et des petits gimmicks scénaristiques qui sont plutôt bien vus et bien emmenés dans la chronologie, encore une fois. Et non, c'est un film qui m'a surpris et on en parlait entre nous. J'ai pas vu encore la Féline, le film qu'il a fait juste Ouais, après. alors, on en parlait un peu hors antenne très vite fait. C'est un film alors assez bizarre parce que La Féline, c'est un film déjà, je crois qu'il n'avait pas marché à sa sortie, si je dis pas de Ouais, ouais. bêtises. Il avait été un très gros flop. Contrairement à American Gigolo, qui est son seul succès, hein. Voilà. C'est un film en plus, je me souviens qu'il y a encore 10 ans, il y a encore 10 ans, hein, donc c'est pas vieux entre guillemets, mais on me le citait étant l'exemple de ce qu'il fallait pas faire comme remake. C'est-à-dire c'était un peu Oui, comme pompier. ouais, un peu même comme le premier remake qu'il y a eu de King Kong de 76, celui de John Guillermin, on me disait c'est tout ce qu'il faut pas faire en termes de remake. Et je sais pas pourquoi, alors peut-être parce que Revival 80 et tout, mais depuis deux Et trois ans, il a eu d'excellents retours. Enfin, il y a limite la réponse, elle est simple, c'est une Glorious Bastard, hein, je pense, hein. Depuis l'utilisation et, de Cat People dans le film de Tarantino, tout le monde a revu le film, hein, je pense, hein. Et ça fait à peu mais il y près a 10. eu, mais il y a eu vraiment entre guillemets une réhabilitation parce que c'est vrai que c'est un film, alors il y a 10 ans, je m'en souviens encore, tout le monde en parlait en étant un très mauvais film. Alors que là, depuis deux trois ans, tout le monde me dit que c'est, apparemment, tous ceux qui l'ont vu ou redécouvert disent que c'est génial. Donc Donc je je vais vais le voir essayer, le je prochain jour. verrai, sachant que j'aime beaucoup l'original, donc
Enfin, je sais que ça joue pas du tout sur le même registre. L'original était beaucoup plus dans la suggestion, parce que c'était Oui, c'est la démonstration, oui. une démonstration pure apparemment. Donc, je vais voir. Je le verrai un de ces moments. Mais, Donc ouais, voilà, American Gigolo, évidemment, il y a du Bresson toujours il adore ça, on le sait, Paul Schrader, et non, c'est un film qui, je pense, qui mérite un peu mieux que sa réputation un peu tape à l'œil, et même Paul Schrader en général, qui est un cinéaste à découvrir, à redécouvrir, et j'avais fait une petite reco dans une émission précédente. Voilà, si vous n'avez pas quoi faire, voyez sa conférence qu'il a ah donnée oui, j'ai vu. J'ai enfin vu. il y a un mois et demi au Forum des images sur comment écrire un scénario, c'est passionnant. On aime ou pas le Je bonhomme, confirme. Non, non, mais je et, confirme. Super. il se la pète pas en plus dans la mesure où il dit c'est juste une méthode qui marche pour moi, mais toutes les méthodes en fait marchent pour écrire un scénario quoi. Et voyez aussi, c'est une recommandation que je vous fais, son dernier film qui est peut-être son meilleur film, qui est Forced Reformed, qui dispose sur Amazon Prime aussi, et qui est une sorte de relecture de Taxi Driver, mais en mode journal d'un curé de campagne quoi. Donc je vous le conseille avec Ethan Hawke dans son meilleur rôle. Alors pour finir, Johan, peut-être deux actus aussi un peu tristes aussi Ouais. qu'on a fait. On voulait que les évoquer, ouais, parce que c'était quand même enfin, deux personnalités, mine de rien, qui ont quand même pas mal forgé notre imaginaire, et je pense à beaucoup de gens. Le premier, bah, c'est Albert Uderzo. Et donc, je ne saurais pas trop quoi dire de plus, qui a été dit, est très bien dit. Il y a eu, tout le monde a été hommage sincère. Enfin bon, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus, à part que bon, on connaissait ben, depuis, je pense que pour beaucoup de générations, on le connaissait depuis leur plus tendre enfance, et que ça a été, je pense, pour beaucoup, l'un de leurs premiers contacts avec même la bande dessinée en général, il faut quand même dire ce qui est, du moins en France, quoi. Après, je sais que c'était, pour moi, je pourrais pas dire autre chose que ce qui a été déjà dit et redit par beaucoup de personnes, c'est-à-dire que c'était un immense dessinateur, que certes, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'a jamais été aussi bon qu'en binôme avec Goscinny. Je fais partie de cette partie-là, hein, mais Le copain lui-même le reconnaissait, hein. Il y a des ouais, interviews que vous pouvez trouver où il dit chaque fois que j'avais un problème dans le scénario, là, j'essayais de penser en fait à comment il aurait pu c'est ça. trouver le bon mot, le calembour, la situation. Mais ça reste un dessinateur et je trouve même un conteur visuel hors pair, quoi. Là, c'est C'est-à-dire ça, c'est ça. En fait, et lui qui dire sera jamais inégal et qui restera dans les grands dessinateurs. Enfin, ça paraît bateau dit comme ça, je suis vraiment désolé, hein, mais j'ai pas d'autres termes, mais que ça restera un des plus grands, 5, 3, 4 grands dessinateurs de toute l'histoire de la bande dessinée qu'on ait mais eu même chez nous, mondial, quoi. hein, j'ai envie de dire moi, parce que Ouais, mondial. Ouais. Mais il y a eu des hommages mondiaux en plus. J'ai vu qu'il y avait bien des sûr, je suis dessinateurs en Espagne, américains et etc. japonais qui ont rendu un grand hommage, hein, putain. Parce que Uderzo, c'est vrai que c'est un trait ultra dynamique, c'est l'un des premiers, je pense, en France à avoir emmené un côté très américain des comics, par exemple. Il adorait ça, voilà, tout ce qui était, je sais pas, les Tarzans et compagnie, et voilà, les vieilles fanzines et compagnie. Et c'est vrai qu'il a un trait ultra dynamique qu'on retrouve peut-être pas forcément dans Astérix, mais qu'on retrouve plus dans Tanguy et la Verdure, par exemple, dans les Papa même, qui est un peu plus enfantin. Et le trait quoi, d'un dynamisme, c'est punchy quoi, quand tu vois les dessins du Derzo, est toujours très juste, hein, extrêmement composé, avec des plans, des seconds plans, tout ce qui est architectural Il y aussi. a un travail sur la lumière aussi, hein, sur Ah tout oui. ce qui est les ombres, le clair-obscur, etc. Ouais. Et les rapports de force aussi avec les Ouais, personnages. c'est pour ça, ouais, comment il arrivait avec Ça, à par travers la exemple. lumière à designer, enfin pardon, à designer, à mettre les rapports de force par rapport à la lumière, les ombres, etc. Enfin, et la perspective dans le cadre. Et en plus, sans jamais que ce soit répétitif. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand tu prends une planche d'Astérix, d'ailleurs, je crois que c'est Nicolas Boncy qui avait mis l'exemple justement, et c'est vrai qu'il parle pour lui-même. C'était, enfin, en termes de narration visuelle, c'est extraordinaire ce qu'il faisait justement D'accord. pour Et tu vois raconter. le mouvement d'Astérix, les gestes, etc., ce que tu voyais rarement en fait. En fait, il a révolutionné la BD en France. Après, il y a peut-être des gens comme Marcel Gottlieb aussi qui ont su emmener aussi ce dynamisme. Et je pense qu'en France, c'est l'un des tout premiers à avoir créé ça, en tout cas. Et son héritage est partout, hein. Tous les dessinateurs ont rendu hommage à Uderzo en bande Et dessinée. dans le monde, hein, dans le monde, hein. Ça, j'ai Oui. vu, j'ai halluciné, hein, parce que, enfin, enfin, j'ai même vu, je sais pas si tu l'as vu, il y avait un très beau tribut qui a été fait, c'est sur Uderzo. En fait, c'est Astérix, et il a dit c'est mon hommage à Uderzo et Frazetta. Il avait fait une très Ah belle, oui? il y a un dessinateur, il a fait une très belle
hommage à Uderzo, mais mixé à Frazetta. Je te l'enverrai. Ah oui, je crois que je l'ai vu avec, oui, avec Astérix, vraiment en mode conquérant Ouais, viking. qui est très beau, hein. Oui, Vraiment oui, très beau. Mais Et, et voilà, Astérix Obélix, c'est la France, tout simplement. Lui et Uderzo, ils ont réussi à saisir l'esprit français comme personne, tellement que c'est devenu universel. Il le disait en interview, il dit, mais pour les Allemands, en fait, ben, Astérix, il est allemand, pour les Espagnols, il est espagnol, etc., etc. Et cetera. Et en ça, Astérix, c'est une œuvre ultra iconique. Et ce qui est bien, moi, ça dépend des points de vue, mais sur Astérix, je pense que ça marche. Au moins son œuvre va perdurer, puisqu'il y a d'autres oui, dessinateurs, deux, trois albums, et qui, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, Conrad et Ferris, ce qu'ils font, ça a rehaussé un peu, surtout au niveau scénario, et ça a plus retrouvé l'esprit de Goscinny. Mais en tout cas, le personnage, les personnages vont perdurer, en tout cas. Voilà. Et donc aussi, on a appris la mort de Stuart Gordon. ouais, bah, le lendemain. Petite question, c'est dû au coronavirus, parce que Manu Dibango, Ouais, c'est le cas. ben, alors, c'est pas pour faire dans le scabreux, hein, mais c'est vrai que c'est la première chose que je me suis dit. Hein. C'est-à-dire que je me suis posé Tout la le monde question. Désolé, hein, faut arrêter, hein. pas pour faire dans le scabreux du tout, mais c'est vrai qu'effectivement, je me suis posé la question. Apparemment, j'ai rien trouvé qui confirme ça, en fait. J'ai rien trouvé. Mais c'est vrai que ben, Stuart Gordon, en fait, soit très simple, c'est que c'est un mec, malheureusement, il n'a jamais eu l'aura qu'ont, par exemple, d'autres Masters of Horror, c'est-à-dire comme Carpenter, Argento, ou même Craven ou Toby Hooper. Mais c'est pourtant, en fait, c'est plus un mec que je comparais à ce qu'avait été Don Coscarelli, c'est-à-dire le mec qui fait des films Ouais. dans son coin, Qui qui met a ensemble. voilà, qui fait des trucs dans son coin, c'est-à-dire il est apprécié des fans, mais il n'aura jamais eu l'aura qu'ont eu ces grands, Ouais, mais il un a toujours eu de la peu sympathie. foutraque, mais génial. Voilà. Mais ce que j'aimais bien, moi, c'était que dans de ces petites séries B, c'est que c'était toujours, il y avait toujours un côté, même, comment dire, trash, mais qui appuyait là où ça faisait mal, en fait. Avec Yuzna, avec son pote et tout, c'est un truc que j'ai toujours apprécié, ce côté un peu bon enfant, mais toujours très malin, en fait. Beaucoup plus malin. Comme on disait en début par rapport au film dont on parlait, toujours plus malin que ça en avait l'air, en fait. Même dans des films moins bons. Après, c'est ironique parce que 2, 3 jours avant l'annonce, je voyais Robo Jocks, que j'avais jamais vu et que je voulais voir depuis un moment qui était qui aurait dû être son premier blog, qui aurait dû être son tremplin en fait vers une autre carrière, et qui en fait a été un énorme, enfin qui a été une production chaotique. Enfin voilà, mais c'était en plus c'était un film qui était novateur pour l'époque parce que c'était en fait une tentative de faire un film de méca en prise de vue réelle dans le cinéma américain de l'époque. Alors, il y avait eu, bon, on a bien eu des accrochages, notamment sur Alien, c'est-à-dire des incursions de ça. Mais là, c'était un premier truc, on va Oui, dire, de face, en tout cas frontal. voilà, de face et tout. Bon, malheureusement, c'est une production chaotique et tout. Et du fait que, justement, ben, il a eu des problèmes de santé à la fin du tournage, et ce qui fait qu'il a dû renoncer à réaliser Chérie, j'ai rétréci les gosses à quelques semaines du tournage, qui aurait dû être Tu l'as euh, écrit, hein. qu'il a écrit avec Yuzna et tout. Et en fait, ça aurait dû être justement bah, le film qui aurait dû le faire sortir du giron de la série B avec Charles Band. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc c'est vrai que c'est un film quand même assez charnière dans sa filmo RoboJox. Et malgré le fait que ce soit un ratage, ça fait partie de ces films, comme je disais dans ma review, qui sont des ratages attachants parce qu'en fait, tu vois tout le potentiel. Tu vois qu'en plus, c'est bien pensé, on va dire, sur le Et papier. deux intentions y sont. Il y a des intentions, il y a des idées excellentes, mais malheureusement, c'est le traitement parce que production chaotique, budgétaire et tout, qui font que tout s'effondre, ou presque, même s'il y a 2, 3 idées qui perdurent C'est et un tout. peu comme, proportion gardée, mais Christophe Gans chez nous, quoi, sur ses gros projets, quoi. Ouais, voilà, tu sens que c'est. Voilà, j'ai plein de bonnes idées, je sais ce qu'il faut, voilà, et tout, et là, l'exécution marche pas. Mais c'est un film quand même que je recommande parce que c'est vrai que c'est quand même un film qui a eu un certain héritage, notamment chez Trent Reznor ou même Guillermo del Toro, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est l'ancêtre littéralement Pacific Rim, c'est-à-dire que ça reprend des scènes entières sont telles quelles dans le Del Toro en mieux. Et en fait, j'aime à dire que Del Toro a quelque part renvoyé l'ascenseur à Gordon pour faire le film qu'il aurait rêvé de faire s'il avait eu les moyens. Puis, on parlait de Lovecraft tout à l'heure, il est connu pour ça aussi, pour ses adaptations officielles et officieuses. Qui sont assez libres, c'est-à-dire aussi Comme bien réalisateur, Animator, Dagon ou Yann. From Beyond.
mais qui sont, pareil, des films un peu foutrains, mais bien foutus. Et ce qui est marrant, c'est que c'était un mec qui venait justement du théâtre d'avant-garde et qu'il a fréquenté la même scène, je crois, de Chicago, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et qu'en fait, un de ses meilleurs amis, c'était David Mamet, en fait, qui était oui. un Non, c'est vrai. dramaturge, non scénariste et dramaturge extrêmement réputé aux États-Unis, au point que sur la fin de sa carrière, Gordon a fait justement plus des satires sociales qui ont eu de bons échos en plus, donc Edmond, et c'est ça que je crois que ça s'appelle. C'est ça, oui. Oui. Ouais, et Comme ça, j'ai un si je dis pas de bêtises à l'époque. c'est ça, et qui ont eu de bons échos. Donc en fait, en plus, contrairement à certains, il a eu une fin de carrière en plus tout à fait honorable en fait. Moi, je trouve par rapport justement, paradoxalement, par rapport à des plus grands cinéastes dans le domaine, mais qui ont des fins de carrière, bon ben, on va pas citer les noms, mais qui sont quand même Oui, casserolus. parce qu'il n'y a pas eu cette reconnaissance aussi critique et qui est toujours resté dans le même giron un peu de ces séries B un petit peu fandardes, quoi, même s'il y avait toujours Ouais, un voilà, air ça, dérangeant ou politique, quoi. c'est ça, voilà. Mais pareil, tu vois, toujours eu beaucoup de sympathie pour lui et son pote Yuzna. Oui, Toujours. c'est une figure attachante, il a une bonne bouille. Enfin, tout le monde connaissait, voilà, du moins chez les cinéphiles, ce personnage qui était Ouais, Stuart ouais. Gordon. Et des trucs très malins en plus, enfin des trucs justement que moi j'aime beaucoup. Bah, on parlait de Robot Jox, mais c'est vrai que même dans Fortress, qui est pas, enfin pareil, qui est une petite Que série, j'aime bien, moi j'aime bien. voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a des idées que tu avais justement, qui rejoint un peu Robot Jox, parce que tu as des idées que tu aurais eu que dans des trucs genre la Tetsuo. C'est le bad guy qui a des espèces de mi-homme, mi-machine, qui ce truc, mais des trucs, c'est qui te mettent un peu mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours eu tout ce qui est intéressant. Il y a toujours le côté fandard, mais un petit peu Bah, là où je vais là essayer de me faire Space Truckers, moi, tu vois. Hein, oui, avec sur des le tentative développeurs, de space opéra un peu cheapouille, ouais. Un avec peu des pots. Mm. Là, Avec des polos. Mais c'était un peu ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans Robojox, il y a aussi cette idée-là. Mais malheureusement, elle n'est pas exploitée parce que tu des comprends que. prolos. Bah, en fait, ce qui est génial, c'est que. Mais c'est dommage, enfin, c'est pas exploité, mais en fait, si tu veux, Ah, lorsque. un peu trop, Yuan, là, à l'écran. Pardon. C'est-à-dire que le héros, c'est un champion. Enfin, là où quand il travaille, c'est un champion voilà, de méca, machin et tout. Mais dès qu'il rentre chez lui, il vit dans un quartier un peu pouilleux avec ses enfants et sa femme. Alors que pendant trois quarts d'heure, tu te dis que c'est le plus gros héros de la nation. Mais dès qu'il rentre chez lui, c'est dans un quartier Et là, c'est malfamé. marrant, ça me fait penser à un petit film qui était sympa, alors qui était Real Steel avec Hugh Jackman, qui avait un Eh peu ce ben, côté. j'y ai pensé parce qu'effectivement, je me suis posé la question parce que effectivement, à un moment, en fait, il faut avoir ses enfants et justement, c'est une courte scène. En plus, tu as la femme, Stuart Gordon, qui joue ben, la femme du héros et en fait, tu as ses enfants qui disent, qui le regardent comme si c'était un héros en fait. Et tu as effectivement, tu peux penser, j'y ai pensé au même moment que je voyais le truc, je pensais à Real Steel. Il y a un côté un peu comme ça aussi. Pareil, à l'état embryonnaire qui n'a pas pu se faire, mais qui est. Donc voilà. Donc, notre big up à Uderzo et à Stuart Gordon. Voilà. On devait faire 20 minutes, une demi-heure, on en a 47 minutes. Allez, Ouais. allez, en une seconde, et comme ça tu réfléchis pas, un petit conseil, une recommandation. Et moi, pendant ce temps, je vais me retourner et je vais voir ce que je vais conseiller. Ok. Qu'est-ce que je peux. Ah, si, j'ai trouvé. Ok. Je t'écoute, hein, je suis derrière, mais je t'écoute. Alors, ben, moi, ce sera un truc que j'ai vu en début d'année, un petit film, avec, pareil, dans le même style, petit film d'exploitation, mais bien, qui en apparence paye pas de mine, mais qui est quand même plutôt bien foutu, et qui est culte d'ailleurs. C'est The Street Fighter, euh, qui est sorti chez nous sous un titre complètement what the fuck, qui est Autant l'emporte Nunchaku. C'est Très bon titre. c'est de Shigehiro Ozawa, et c'est le film qui a fini d'asseoir le statut culte de Sony Chiba. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, je peux vous convaincre. Enfin, il était déjà une star, enfin, il était déjà un acteur très connu à l'époque, parce qu'il avait démarré sa carrière notamment sur des feuilletons, et pour Kinji Fukasaku, avec lequel il a continué à tourner dans les années 70-80. Mais pour beaucoup, ça reste vraiment The Street Fighter, parce que c'était un film qui a été exporté avec succès aux États-Unis et tout. C'est vraiment celui-là qui a appuyé son aura internationale chez les fans. C'est une petite série B, vraiment, en plus très bien fait, hein, avec de belles idées et tout. Puis c'est l'acteur charismatique par Je me excellence. suis dit, il faut que je le vois. Voilà, c'est-à-dire que même quand il fait ces espèces de grimaces et tout, mais Ouais, ça te dis, marche, tout fait. ça marche et tout. Enfin, il est vraiment bon, quoi. Donc c'est vraiment une petite série B bien fun et tout que je vous recommande. Et pareil, tu vois, ces petits films un peu inventifs et tout, qui utilisent très bien le cadre dans lequel ils sont confinés, mais qui arrivent à les transcender à chaque fois. Moi, je trouve ça vraiment génial. Par les petites idées toujours. Enfin voilà.
De toute façon, puisqu'on peut encore commander via de toute façon, Amazon, Fnac, etc., encore avec le confinement, visiblement, vous pouvez voir, je vous le conseille, le moment de la vérité dans la collection donc Make My Day de Jean-Baptiste Toré, un film que j'ai découvert de Francesco Rosi. Alors Rosi, on le connaît pour ses films dossiers un peu comme Elio Petri, voilà, à charge, très proche du peuple, etc. Et là, il a tourné donc en Espagne un drame sur la corrida en Technicolor qui est sublime ici. En termes de couleurs, c'est une tuerie furieuse. Et c'est une sorte, pour simplifier, hein, vraiment, alors, je fais le slogan publicitaire, hein, à la youtubeur justement, c'est un peu le Scarface de la corrida. Voilà, c'est-à-dire ascension et chute d'un jeune ouvrier qui part de son bled en Espagne pour aller torer, devenir une légende de la tauromachie. Et voilà, je sais très bien dès le début comment ça va terminer. Et c'est un film qui est, à la base, il devait juste faire un documentaire en fait sur les processions à Pamplune, etc., religieuses. Et puis au fur et à mesure, il a couplé tout ça avec une histoire, une intrigue très, très classique, mais qui te montre encore une fois un film à charge contre le système, j'ai envie de dire, qui oppresse encore une fois les petites gens, et avec des effets de mise en scène toujours au plus proche du taureau et du torero, avec des optiques en fait spéciales qu'il a utilisées. Il a récupéré en fait des objectifs pour des caméras qui tournaient en fait à l'époque les grands matchs de football. Et donc du coup, tu es vraiment à côté littéralement de l'action, quoi. Et wow, tu trembles vraiment pour ce personnage, et on attend effectivement ce titre, le moment de la vérité. Donc c'est une petite pépite qui était très dure à voir, et bon, ce serait une private joke entre nous, c'est l'un des films préférés des frères Safdie, C'est vrai? Ah, et qui d'accord. les ont inspirés pour Uncut James. Ah, bah, c'est bien. Mais Et ils sont invités sur les bonus ou pas? non, par contre, vous pouvez voir sur. Non, c'était petits bonus, tu sais, éditoriaux faits par Toré, D'accord. voilà, choisi lui-même, etc. Et non, par contre, vous avez le Criterion Channel où il le recommande. Dans Ah, le c'est cool. car comme ça, là, il le recommande en disant c'est un chef-d'œuvre absolu. Vous voyez le rien que pour les couleurs, etc., les cadres, c'est magnifique. Voilà, le moment de la vérité de Francesco Rosi. D'accord. Donc voilà, on a fait 50 minutes, hein. Bah écoute, pas de souci. Donc, je vais essayer de mettre ça en ligne, si j'y arrive, parce que je suis vraiment nul. Et puis, on va essayer de faire ça peut-être avec les autres ou avec toi, peut-être des petites vidéos pendant ce confinement pour rester un petit peu actif, hein, et vous Pas, conseiller des trucs. pas de souci. Donc, merci, Johan. Et puis, Bah, vous merci à toi, avez Raphaël. Et puis compris, merci à ceux qui regardent. vous avez compris le message, il faut rester à la maison. Voilà. Merci, Johan. À très vite. Merci à toi, Raphaël.